et qui est quelque chose de très important aujourd'hui, au-delà de ses diplômes, de tout ce qu'elle a eu à faire comme parcours. Et je crois qu'avec elle et Mythe, aujourd'hui, d'Urban à Bordeaux, je me dis, ils sont en train de se battre pour que le plan de rattrapage soit une réalité dans notre sous-région. Et surtout au niveau des 3 pays qu'ils couvrent, la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. Et nous osons espérer qu'ensemble, nous allons faire tout pour que les données qui reflètent la réalité du retard en Afrique soient sérieusement prises en compte par tous les partenaires. Donc, Nathalie. Bonjour à tous. Donc merci à Liu pour m'avoir introduit. Merci Madame Bazin. Je remercie aussi la FRAVI de me permettre de présenter donc, cette étude sur les conséquences humaines et financières, donc les frais médicaux imputés aux personnes vivant avec, aux personnes vivant avec le VIH, donc en Guinée, en RDC et en RCA. Donc, nous savons qu'en 2016, la région donc d'Afrique occidentale et centrale est fortement confrontée à un retard dans l'accès au traitement ARV avec une couverture de seulement 35% en 2016. Et on sait très bien qu'une des principales barrières de l'accès aux services de santé dans la région, ce sont les frais médicaux imputés aux personnes vivant avec le VIH. Donc, par rapport à la méthode de cette étude, donc nous avons fait une comparaison des politiques de gratuité en place dans les 3 pays et nous avons essayé de les comparer avec des données récoltées sur place, donc à Conakry, Kinshasa et Bangui, donc des données qui ont été récoltées auprès des personnes vivant avec le VIH et que nous avons rencontrées à travers les associations et aussi donc, à travers nos interventions, parce que nous avons des opérations, nous intervenons dans la prise en charge du VIH dans ces 3 pays. Et nous avons aussi récupéré des données sur les tarifications qui étaient mises en place dans certaines structures dans ces 3 villes. Cette analyse, elle a aussi été complétée avec des données plutôt socio-économiques, telles que les revenus des ménages. Donc au niveau des résultats obtenus de cette étude, si on regarde ces 3 pays, donc ils sont toutes dotés de politiques de gratuité donc pour la prise en charge du VIH. Le dépistage du VIH, les ARV ont été déclarés gratuits. Cependant, quand on regarde au niveau de l'application de cette politique de la gratuité, on voit qu'il y a certaines difficultés et que malheureusement, il y a toujours des frais à payer pour les patients. Donc il y a des difficultés pour appliquer cette gratuité. On a un exemple à Bangui où on a vu dans certaines structures de santé où les patients devaient payer pour le test de dépistage. Là, on a trouvé des coûts qui pouvaient aller jusqu'à 1,8 $. Et on avait même aussi des structures de santé où la tarification était vraiment bien affichée pour préciser que le dépistage VIH était payant. Au niveau de ces 3 pays, on voit que donc les personnes vivant avec le VIH, même si souvent on dit voilà la prise en charge du VIH est gratuite, en fait malheureusement ces personnes continuent à payer d'importants frais médicaux. Souvent on ne pense pas que ces personnes doivent payer des frais de consultation. Ils doivent payer aussi toujours certains tests de laboratoire comme les tests de CD4, les tests de créatinine, certains tests de biochimie. Souvent, tout ce qui est traitement pour les maladies, pour les infections opportunistes, ne sont pas non plus couverts par cette politique de gratuité. Souvent, par exemple, les médicaments ne sont pas disponibles, ne sont pas en quantité suffisante dans les structures de santé. Et l'autre aspect auquel on ne pense pas, MSF, nous intervenons principalement dans ces 3 pays sur la question de la prise en charge des patients au stade avancé de la maladie. Et donc on ne pense pas à la question des frais d'hospitalisation pour des personnes qui arrivent dans un état grave et donc qui doivent rester plusieurs jours, plusieurs semaines à l'hôpital. Donc là, on a pu récolter un certain nombre d'informations dans les 3 villes. Et concernant les frais de consultation dont je vous parlais tout à l'heure, à Conakry, les patients peuvent payer donc de 0,55 à 5,53 $. Et ils payent aussi des frais d'ouverture de dossier de patients qui peuvent être même très très chers, puisqu'on a eu le témoignage d'une personne qui a dit avoir payé plus de 33 $. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de la question du traitement des infections opportunistes. Et pour le cotrimoxazole, qui est donc le traitement
qui est très, très utilisé. La même chose, donc les patients sont souvent forcés à payer parce que les médicaments ne se trouvent pas dans la structure de santé. Et donc on a trouvé des coûts allant un peu plus de 6 $ par mois. À Bangui, on a eu l'exemple du test de CD4 dans une structure de santé, dans un hôpital en fait à Bangui, qui pouvait coûter entre 20 et 40 $. Et donc, je terminerai sur Kinshasa, où là, on a fait une étude, un économiste de la santé qui a regardé donc, quels étaient les coûts des frais d'hospitalisation dans 2 hôpitaux sur Kinshasa. Et là, il a trouvé une moyenne de coûts allant de 160 à 280 $, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, c'est quand on pense qu'en RDC, nous avons 77% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça correspond à entre 3 et 5 mois de salaire pour ces personnes. Ajouté à ces frais médicaux formels, donc, il y a aussi donc, des frais informels que les patients doivent payer. Et on a pu donc avoir des informations à travers des témoignages qu'on a récoltés à Bangui grâce à nos équipes. Donc là, je vous en présenter 3. Et donc on a donc cet homme qui nous a dit être sous traitement depuis 2013 et qui précise bien que normalement les traitements, donc les traitements ARV sont gratuits. Et il nous raconte que de temps en temps, le major de la structure de la santé dans laquelle il se rend, il dit que voilà, comme le stock de traitement est très limité et qu'il reste très peu de médicaments, donc il demande à cet homme qui est sous traitement de payer 5 000 francs pour pouvoir obtenir sa boîte d'ARV pour le mois. Et donc le patient là est obligé de payer pour pouvoir obtenir ses médicaments. On a aussi l'exemple de cette femme qui prend ses ARV depuis 2006 et qui précise qu'elle a toujours eu ses médicaments, qu'elle n'a jamais vécu de rupture de stock, mais qu'à chaque mois qu'elle vient dans la structure de santé, donc pour sa consultation, donc on lui demande de payer 500 francs pour pouvoir payer donc l'hygiéniste du service. Donc ça, c'est un autre exemple de frais informels. Et je terminerai par ce dernier témoignage. Donc c'est une jeune fille que nos équipes ont rencontrée dans la structure de santé qu'on appuie à Bangui, et qui raconte ce que sa mère a vécu, qui est sous traitement ARV. Et en fait, sa mère aussi doit payer 5 000 francs, donc 5 000 francs pour obtenir ses ARV, parce qu'on lui dit que le stock aussi est presque en rupture. Donc, comme vous le voyez, hein, ces frais, que ce soit formels ou informels, sont totalement inabordables pour la plupart de la population de ces 3 pays. Donc, on a regardé justement quelle était la proportion des personnes vivant sous le seuil de pauvreté, donc c'est-à-dire avec moins d'1,9 $ par jour. Et en RDC, donc, on est à 77,1% de ces personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. En Guinée, c'est 55,2% et en RCA, 66,3%. Donc, ces frais sont énormes pour ces personnes et évidemment, elles ont des conséquences énormes. Et c'est des conséquences qui sont dramatiques pour ces personnes qui sont sous traitement, parce que ce qui se passe, c'est qu'elles peuvent être amenées à interrompre leurs ARV parce qu'elles ne peuvent plus payer. Mais ça a aussi des conséquences dramatiques pour les personnes qui ne sont pas encore dépistées, qui ne sont pas encore mises sous traitement. Donc c'est en cela où ça constitue des barrières majeures, on le sait très bien, à l'augmentation de la couverture en traitement. À Kinshasa, donc on intervient dans un hôpital qui s'appelle le centre hospitalier de Cabinda, où on est vraiment donc sur la question de la prise en charge des patients au stade avancé de la maladie. Et on a pu faire une étude qualitative où on a fait des entretiens, on a passé des entretiens avec des patients, mais aussi avec leurs accompagnants et avec les agents de santé. Et au niveau des patients avec lesquels nous nous sommes entretenus, il est ressorti très clairement que le principal facteur, l'un des principaux facteurs qui explique pourquoi la personne n'est pas venue plus tôt pour se faire prendre en charge et a vraiment attendu la dernière minute, c'est parce qu'elle savait qu'elle devait payer des frais de soins et elle ne savait pas si elle aurait les moyens de le faire. Donc c'est les frais de soins, c'est aussi les frais liés au coût des médicaments. On a eu d'autres témoignages aussi qui expliquaient, parce que dans cette structure de santé, on a donc
71% des patients que nous recevons étaient déjà sous traitement ARV. Et donc, l'une des raisons aussi qui explique pourquoi ces personnes décident d'interrompre leur traitement ARV, c'est parce qu'à un moment donné, elles ne peuvent plus payer. Donc, je tiens juste à préciser que dans la structure dans laquelle nous intervenons, nous avons 31% des cas de nos patients qui décèdent dès les premières 48 heures parce qu'elles arrivent dans un état tellement grave, quoi. J'ai donc complété ce que je viens de vous dire avec le témoignage d'une patiente de 64 ans qui a été hospitalisée donc, au CHK et qui malheureusement est décédée quelques jours après l'entretien. Et donc, elle explique qu'elle avait commencé son traitement en 2006, où elle allait prendre ses traitements, elle devait payer, et que c'est pour cette raison qu'elle a décidé d'arrêter. Et que suite, donc, elle est tombée malade, et en même temps, elle expliquait qu'elle devait continuer donc à travailler, elle voyageait beaucoup parce que c'était une vendeuse. Et ce qui est dramatique dans cette histoire aussi, c'est qu'à un moment donné, elle s'est trouvée confrontée entre, d'un côté, trouver l'argent pour payer ses traitements, qui sont vitales pour elle, et de l'autre côté, pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Et donc, elle a dû choisir à un moment donné, et donc, au cours de cet entretien, donc, il a été interrompu parce que cette personne était totalement effondrée. Et elle se sentait tellement coupable de devoir choisir entre donc, son traitement et donc, le soutien à ses enfants. Donc on le voit par ces exemples, et les évidences sont là depuis très très longtemps, hein, que donc, les frais médicaux appauvrissent donc, les ménages dans ces pays. Et on a essayé de trouver des informations sur la contribution des ménages à la réponse au VIH, parce que souvent donc, il y a des études qui sont faites de manière régulière dans ces pays pour regarder qui finance la réponse au VIH. Et en RDC, donc on a un rapport qui a été fait, le rapport EDES en 2015, et qui spécifie bien qu'en 2013 et 2014, le principal contributeur donc, à la réponse au VIH, eh bien, ça correspond aux ménages, hein, puisqu'ils ont contribué à hauteur de 44% donc de la totalité des dépenses liées au VIH. Et les ménages contribuaient beaucoup plus que le Fonds mondial et le PEPFAR, qui sont deux bailleurs internationaux, qui arrivaient en 2e et 3e position. Et en 4e position, il y avait l'État. Donc, ces informations ne sont pas surprenantes. Donc vous avez vu à travers ces témoignages qu'on a pu recevoir. Avant de conclure cette présentation, en fait, je voudrais juste en profiter pour faire un rappel sur ces évidences de l'impact des paiements directs par les personnes vivant avec les VIH et pour toute autre personne. Donc, et ça, c'est des évidences ont été développées notamment à travers les travaux de Valérie Reed, que probablement vous connaissez. Donc on sait très bien que les conséquences, l'impact sont énormes et que les frais de santé excluent des soins beaucoup de personnes et que ça a aussi un impact sur le délai dans la recherche justement des soins. Et on l'a vu par rapport notamment aux personnes qui sont au stade avancé de la maladie. On a vu également précédemment qu'elles ont aussi un impact sur l'interruption des traitements et que donc ça a aussi un impact sur l'augmentation des perdus de vue, notamment dans le domaine de la prise en charge du VIH. Une chose que je n'ai pas beaucoup soulevée pendant cette présentation, c'est que ça a aussi des conséquences, un impact aussi sur la qualité de la prise en charge, et ça souvent on ne le soulève pas. Et on sait très bien que par exemple dans la région, certains personnels de santé peuvent avoir des réticences à mettre en place des stratégies qui sont plus efficaces. Par exemple, à donner des traitements ARV pour plusieurs mois. Par exemple, on sait très bien que maintenant, il y a aussi la délégation des tâches. C'est que, par exemple, la Bangui, c'est un grand souci. On a énormément de mal à mettre en place ces délégations des tâches. Faire en sorte que ça ne soit pas seulement les médecins qui prescrivent, mais qu'on puisse aussi avoir des infirmiers qui prescrivent. Il y a aussi un impact sur le fait qu'on sait maintenant qu'il y a aussi des modèles de prise en charge au niveau communautaire, ou de distribution d'ARV au niveau communautaire, et il peut y avoir aussi une grande réticence au niveau des structures de santé pour ne pas justement utiliser ce type d'approche, parce qu'on sait que ces paiements directs des patients contribuent évidemment au financement de la structure de santé, contribuent aussi au financement des revenus du personnel de santé.
Et une autre évidence qui a été montrée aussi, que ces paiements directs sont une pression énorme pour les patients qui sont amenés à s'endetter, voire à laisser des gages pour pouvoir payer leurs frais de soins. Et en cela où ça aggrave donc, la pauvreté dans une région où la majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Je continue, donc j'ai dit ça a un impact aussi sur la mise sous traitement ARV, à l'heure où on parle du traiter tout le monde, ou à l'heure où on parle aussi de pouvoir dépister les personnes le plus tôt possible. Donc c'est une barrière majeure. Et je reviens sur l'utilisation des soins plutôt inefficients, dans le sens où les personnels de santé peuvent avoir des réticences à utiliser les stratégies qui fonctionnent mieux et qui sont plus adéquates pour la vie des personnes. Ce que Valérie Reed aussi a montré, c'est que si on cherche seulement à diminuer ces frais de santé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est la gratuité totale qui a un impact sur l'accès aux soins, qui a un impact sur la qualité de la prise en charge. Et en plus, c'est beaucoup plus facile à communiquer au niveau des patients, de dire, voilà, pour ta prise en charge du VIH, tous ces tests-là sont gratuits, ces médicaments-là sont gratuits. La même chose, la question, souvent, on présente des modèles d'exemption pour les indigents, où déjà la difficulté c'est de savoir qui est indigent, qui ne l'est pas, et dans des pays où on a un taux de pauvreté quand même très important. Ça aussi, ça ne protège pas suffisamment, quoi. Donc aussi, je rappelle, en 2005, l'OMS a aussi sorti des recommandations sur cette question de la gratuité. Et donc, cette recommandation indique bien que pour atteindre la couverture sanitaire universelle, le traitement des VIH, le traitement et les soins VIH doivent être accessibles sans frais de soins. Donc ça, c'est quelque chose. Donc c'est une recommandation qui est sortie en 2005. Or, aujourd'hui, MSF a énormément d'inquiétudes parce que, comme vous le savez, je pense qu'on en a parlé mercredi sur la question des financements pour le VIH. On voit que depuis 2015, ces financements diminuent. Et qu'on est arrivé à une période, enfin un moment où la question du financement pour la réponse est en train de changer. Et nous sommes d'autant plus inquiets qu'on observe également une incitation à augmenter donc, les financements domestiques. Et notre grande inquiétude, c'est que ça se matérialise par justement une augmentation des frais demandés directement aux patients. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on a déjà des signes qui nous alertent dans d'autres régions. Par exemple, au Malawi, où la prise en charge du VIH est gratuite depuis très très longtemps, là, il y a des discussions au niveau national pour réintroduire les frais de soins que les patients devraient payer au niveau des structures de santé. Il y a d'autres pays qui sont plus sur la question du financement de la santé de manière générale, mais par exemple en Afghanistan, où je pense que le gouvernement a décidé de réintroduire les financements, les frais directs des patients. Je terminerai. Donc, en conclusion, juste pour dire que voilà, aujourd'hui, c'est crucial d'agir sur ces barrières financières parce qu'on sait très bien que ça a un impact énorme sur l'accès aux soins. Et c'est important de faire en sorte qu'il n'y ait pas de double paiement. Donc pour les intrants, comme vous savez, dans beaucoup de pays de la région, les intrants sont financés par le Fonds mondial ou par PEPFAR. Et on voit dans les nombreux exemples qu'en fait, on est face à un double paiement puisqu'on demande encore aux patients de payer. Donc c'est crucial que les bailleurs de fonds et les gouvernements intègrent dans leur programme VIH les subventions ciblées pour assurer cette gratuité stricte au niveau des structures de santé. Donc, que ça soit la prise en charge, donc que ça soit le dépistage, que ça soit la prise en charge des infections opportunistes, les frais de consultation, les frais d'hospitalisation. Nous savons très bien que cette gratuité ne sera appliquée strictement que si, bien entendu, des mesures sont aussi là pour encourager le personnel de santé à appliquer cette gratuité. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir à comment aussi compenser les revenus qui sont perdus, non seulement pour le personnel de santé, mais aussi pour les structures de santé.
Et l'autre point, c'est que pour mettre à l'échelle, donc pour pouvoir être sûr aussi que cette gratuité est appliquée, il y a la possibilité de voir comment on peut trouver une synergie avec, par exemple, les observateurs communautaires, je pense que vous en avez entendu parler cette semaine, qui sont là dans les structures de santé pour regarder si les médicaments sont disponibles, mais aussi pour regarder si la gratuité est appliquée ou pas. Donc ça serait important de pouvoir mettre à l'échelle aussi ce type de modèle pour compléter justement donc, cette subvention ciblée pour assurer la gratuité stricte. Voilà, je vous remercie. Oui, on peut donner la parole à la salle si il y a une question. Bonjour, Bernard Taverne de l'IRD. Ouais, je voudrais féliciter Nathalie pour cette communication extrêmement intéressante et donner un commentaire qui va dans le même sens. En 2014, nous avons conduit une étude au Sénégal pour documenter un peu le reste à charge pour une consultation de routine pour une personne vivant avec le VIH, a priori en bonne santé. Et on s'est rendu compte que le reste à charge était de 10 000 francs CFA par consultation. Donc une quinzaine d'euros par consultation. On est là dans des registres de coûts qui sont impossibles à supporter à long terme. Et donc je crois qu'il y a vraiment un travail à faire sur cette question de la mise en œuvre de la gratuité totale. On est dans une situation paradoxale qu'explique très bien Nathalie, c'est que depuis 2005, on a une recommandation de l'OMS pour mettre en place la gratuité totale. Et en 2018, on est encore au même stade où finalement on se contente, entre guillemets, d'avoir des antirétroviraux gratuits. On sait que ça n'est pas suffisant, mais on ne fait rien. Quand même, juste un commentaire. Il me semble qu'il y a une différence entre ce que j'appellerais les coûts indus, dont a parlé Nathalie, qui sont des coûts qui ne représentent pas le fait de doubler, enfin, ce qui normalement doit être gratuit, mais des coûts qui sont d'une forme de corruption. Donc c'est pas, enfin, il y a deux types d'approches sur la question et pour la résoudre, à mon avis. Bon, moi, les communications nous inspirent la chose suivante, c'est-à-dire que chez nous, en tout cas en Afrique, la santé, tant qu'on ne va pas l'aborder sur l'approche droit et qu'on essaye d'impliquer autant que se peut les hommes de droit dans tous les domaines de la lutte contre le sida, que ce soit la recherche, vraiment c'est un clin d'œil pour les institutions de recherche, pour que les autres structures qui ont en charge la gestion des droits soient impliquées, pour qu'on puisse nous aider à lever les barrières. Et chaque fois nous parlons de créer l'environnement favorable. Vous avez vu par rapport à l'organe de don, que ce soit par rapport à la présentation de Raïssa. Raïssa même, en voyant, c'est un cas particulier qui est parlant. Et parce qu'au Mali, quand on nous parlait de transgenre, pour nous, ça n'existe pas. Et je me rappelle, nous avons un de nos amis, qui est M. Michel Bourrelli. Il fallait que nous rencontrons un tel ami qui parvienne à nous aider et qu'on parvienne à aider Raïssa pour quitter le pays. Sa vie était en danger. Donc, mais nous n'avons pas de recours juridique. Nous ne savons pas quoi faire pour voir quel mécanisme vraiment saisir pour qu'on puisse nous protéger. Donc, moi, la véritable préoccupation, ce que Bernard vient de dire, pour le reste à charge, cette Nathalie a parlé des coûts autres, mais le reste à charge, les 10 000 francs, combien de Sénégalais ont les moyens pour aller faire sa charge virale, son CD4 ou les autres bilans? Vraiment, c'est peu. Et maintenant, par rapport à la gratuité dont nous sommes des vrais défenseurs, quel mécanisme mettre en place pour soutenir cette gratuité? Et personne ne veut en parler. Le Fonds mondial, qui est notre principal bailleur, est en train de partir. Donc, en termes de questions de droit, comment faire que nous puissions interpeller les uns et les autres? Nos pays, comment, sur quel levier agir pour que nos pays prennent leurs responsabilités? Donc, pour moi, c'est vous, la recherche peut nous aider. Vraiment, ça, c'est un clin d'œil, même si je suis parent. C'est que effectivement, bon, on sait que les recherches doivent être multidisciplinaires et vraiment c'est quelque chose qu'en tout cas à la NRS
on est très incitatif et on soutient beaucoup. Mais oui, amener à ce qu'il y ait plus, comme notre chercheuse sur l'Iran, plus de chercheurs du domaine juridique qui s'intègrent dans les programmes de recherche pour améliorer cette partie fondamentale de l'amélioration des droits humains. Oui. Oui, merci. Je ne voudrais pas jouer au ping-pong ou au tennis, mais pour moi, la question n'est pas une question de recherche, elle est une question politique. On a depuis déjà 2005 et bien avant démontré la faisabilité de la gratuité. On a proposé des mécanismes pour mettre en place les gratuités. On est vraiment dans le registre du politique et de l'engagement au niveau des nations, au niveau national, local et au niveau international. Là, je ne suis plus d'accord, on n'est pas du tout dans le domaine de la recherche. Bonjour, moi c'est Kassoum Ibrahim, je suis juriste. Je viens du Niger, donc je travaille au programme national de lutte contre le sida. Cette question de gratuité, je pense qu'au-delà de la recherche, du politique, il concerne aussi les acteurs, parce qu'il faut que les acteurs changent de comportement. Donc c'est à ces trois niveaux-là qu'il faut agir. Parce qu'au Niger, on a des programmes de gratuité qui sont mis en œuvre, les médicaments sont là. La recherche de Nathalie vient de nous le montrer. Les gens, ils ont un comportement qu'il faut qu'on arrive à changer. Donc, juridiquement, les lois sont là. Maintenant, comment les faire appliquer? La recherche nous aide. Maintenant, sur le plan politique, je pense qu'il faut aller vers le plaidoyer. Il faut aller vers un plaidoyer pour changer les comportements. Donc, vraiment, c'est ce que je pense en tant que juriste. La solution n'est pas à notre niveau. La solution est au niveau de tout le monde. Les gens doivent changer de comportement, les acteurs surtout sur le terrain et au-delà les politiques qui font de leur mieux déjà en faisant adopter les lois. Je sais que dans nos pays, ça est en train de progresser. On va y arriver. Le financement de la santé, ça va être le patient. Au Niger, on est à plus de 40 et quelques %. Les patients contribuent aux soins. Je ne sais pas, il n'y a pas d'études pour les PVH, mais je sais que de façon générale, les patients contribuent à plus de 40 %. Donc, la gratuité, les lois existent, les acteurs doivent changer de comportement et cesser de faire cette pression sur le patient. Voilà ce que je veux dire, c'est une bataille qui nous engage tous. Merci. À ajouter. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette session qui a eu, je trouve, des approches extrêmement variées et qui toutes traitent de la question de la liberté humaine. C'était très intéressant. Merci aux intervenants. Franchement.